Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire vraiment poignante. Une histoire qui va nous éclairer sur une philosophie assez profonde de l'amour, du leadership et finalement de notre impact sur l'avenir. Alors, on commence direct avec la question centrale qui va nous guider tout au long du récit. Aimer, est-ce que c'est vouloir posséder? Que ce soit une personne, une idée ou même l'avenir. C'est vraiment ça qu'on va explorer ensemble. Un poème philosophique nous met face à deux approches complètement différentes de l'amour, de la connexion. D'un côté, il y a le geste de saisir, de vouloir prendre, retenir. Et de l'autre, il y a tout l'art d'apprendre à regarder, ce qui implique, vous allez le voir, la liberté et le respect. Cette phrase, elle résume parfaitement le conflit. L'amour vu comme une forme de contrôle, qui, paradoxalement, mène à la perte. Et en face, l'amour comme un acte de libération, qui permet à l'autre et à soi-même de grandir. C'est une idée très forte, et on va voir comment elle s'incarne dans une histoire bien réelle. On entre dans notre première partie, le silence de la peur. On va voir comment cette idée, qui peut paraître abstraite, se manifeste de façon très concrète dans un lieu, le lycée de Nkulanda. Alors voilà, imaginez le lycée de Nkulanda, un établissement dirigé par son proviseur, un certain Monsieur Cohn. De l'extérieur, tout a l'air impeccable, parfaitement en ordre. Mais bien sûr, cet ordre cache une réalité beaucoup plus sombre. Parce que cette discipline, cette poigne de fer, elle n'était pas du tout basée sur le respect ou l'admiration, non. Elle était entièrement construite sur la peur. Une crainte qui suintait dans chaque couloir, dans chaque salle de classe. L'atmosphère était tellement oppressante que tout le monde avait fini par se taire. Les élèves, les professeurs, et même les murs, comme le dit la métaphore, témoins silencieux qui n'osaient plus rien raconter. Et c'est dans ce monde de peur, de silence, qu'arrive Madame Mangu. C'est une enseignante passionnée, dévouée, avec une éthique de travail incroyable. Elle cherche juste une chance de pouvoir faire son métier, de transmettre, de reconstruire sa vie professionnelle. On passe à la deuxième partie, le courage de refuser. C'est le moment charnière, celui où la lumière va se confronter à l'ombre. L'intégrité de Madame Meng va entrer en collision frontale avec le pouvoir en place. Parce que très vite, l'attention que lui porte Monsieur Cohen va se transformer en un schéma de harcèlement de plus en plus clair. Il essaye de la saisir, de la posséder par son autorité. Chaque étape de cette escalade, c'est une tentative pour la briser, pour la faire plier. Et face à ça, le refus de Madame Meng, c'est l'incarnation parfaite de cette philosophie. C'est un acte de courage immense contre un pouvoir qui est à la fois possessif et finalement rempli de peur. Elle a dit non aux chaînes, elle a fait face à la peur, elle n'a pas fui. Troisième partie, la lumière après l'ombre. Parce qu'un silence qui est imposé par la force, ça ne dure jamais éternellement. À un moment donné, les murs finissent toujours par se fissurer, et la vérité éclate. Une fois que ce silence est brisé, tout s'enchaîne très vite, c'est une vraie réaction en chaîne. La justice se met en marche, et le pouvoir est complètement renversé. Celle qui a eu le courage de dire non est finalement choisie pour diriger. Et lors de son tout premier discours, Madame Mangenang pose un nouveau principe fondateur pour l'école. Elle remplace la peur par la liberté, elle remplace le silence forcé par la parole libre. C'est une révolution. Et cette phrase illustre magnifiquement bien comment le sens même du silence a été transformé dans l'école. Ce n'est plus ce silence lourd, angoissant, de la crainte. C'est devenu un silence d'écoute, de respect, un silence plein d'espoir. Quatrième partie, alors que nous apprend cette histoire? Elle nous offre une métaphore vraiment puissante sur ce que c'est que d'être un leader et sur l'héritage qu'on laisse derrière soi. Cette idée, elle change tout. Le rôle de l'éducateur, du leader, ce n'est plus celui d'un boss qui commande et qui contrôle. Non, c'est celui d'un jardinier qui cultive. Et être un jardinier, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire nourrir le potentiel. C'est un travail patient, souvent invisible, mais absolument essentiel. Le but, c'est de permettre aux autres de s'épanouir, de devenir à leur tour des lumières. On arrive à notre dernière partie, l'impact de demain, parce que finalement, toute cette parabole nous amène à un message beaucoup plus large sur notre responsabilité à tous, celle de semer pour l'avenir. Et voilà l'idée qui relie tout ça à notre concept même de l'avenir. L'avenir, ce n'est pas un territoire qu'on peut conquérir ou posséder, c'est un jardin qu'on doit préparer, dès aujourd'hui. On en revient au même principe que pour l'amour. On doit nourrir l'avenir avec soin, être attentif à ses besoins, le guider avec sagesse, au lieu d'essayer de le saisir avec force ou de le contrôler par la peur. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui s'adresse à chacun d'entre nous. Dans nos vies, nos familles, nos communautés, quelles graines est-ce qu'on est en train de semer? Des graines de peur ou de liberté? De contrôle ou de respect?